Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Les duos candidats retenus pour prendre part au scrutin présidentiel du 11 avril prochain sont en campagne à compter de ce vendredi 26 mars 2021. Le président de la Sénat a procédé à cet effet au lancement officiel de la campagne électorale. Il a également adressé une invite à tous les acteurs à divers niveaux. Fonouvi Ezi Rouinou, alias Ezi Gagnon, décédé le 24 décembre 2020, sera inhumé ce 27 mars à Savalou. Retour sur sa carrière dans cette édition. Le Grand Prix de boxe arabe de Russie, fixé au 21 avril, du 21 avril au 1er mai prochain, approche à grands pas. La ceinture qui sera attribuée aux 244 champions a été présentée par Eric Richard Ella Bekale, président de la Fédération africaine de boxe arabe. Des précisions dans cette édition. Le calendrier électoral qui définit toutes les activités phares de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle le 11 avril 2021 et du second tour le 9 mai 2021 a été officiellement lancé le lundi 11 janvier dernier par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiondo, et ses collègues commissaires. Ainsi, conformément aux prescriptions du dit calendrier, le président de la Sénat était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi du jeudi afin de procéder à l'ouverture de la campagne électorale. À l'occasion, il a lancé un appel au peuple béninois, aux acteurs politiques et à la société civile. Voici un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achiro. En application de l'article 46 de la loi portant code électoral en République du Bénin, la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de 0h et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de minuit. Ainsi, durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. En d'autres termes, nous devons œuvrer à la conduite d'une campagne électorale qui respecte les dispositions du Code électoral et qui ne compromette pas
notre vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion nationale. Dans cette optique, nous devons résister sans répit aux sirènes des discours vecteurs d'intolérance, de division et de haine, surtout dans un environnement pollué par l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux, parfois source d'intoxication et de désinformation. C'est d'ailleurs l'occasion d'en appeler au sens de responsabilité des professionnels des médias, en les exhortant à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne. Je voudrais aussi m'adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan de cette campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais il ne devrait s'agir que d'un combat d'idées, d'une confrontation de propositions, mais jamais d'un combat de gladiateurs. Car, au-delà des divergences d'opinion ou d'options politiques des uns et des autres, je suis persuadé que le souci de chacun est d'apporter sa contribution au bien-être des Béninoises et des Béninois. Aussi, votre comportement au cours de cette campagne doit-il être en adéquation avec les valeurs cardinales qui cimentent toute nation, à savoir la paix, la fraternité et la tolérance. Dans cette exhortation pour une campagne apaisée, je ne saurais oublier la contribution souhaitée de la société civile, dont nous reconnaissons tous le dynamisme et l'attachement aux valeurs éthiques dans l'action politique. Votre rôle de veille citoyenne est un précieux atout pour sensibiliser nos compatriotes à la culture de la paix et au respect des lois en vue d'une campagne véritablement saine et pacifique. Lors de son allocution de lancement de la campagne, le président de la Sénat s'est prononcé sur la récente décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l'existence de personnes déjà décédées dans le fichier électoral qui servira pour la présidentielle prochaine. Suivant à nouveau Emmanuel Tiondo au micro d'Abdelkader Achirou. La Sénat, pour sa part, est déterminée à jouer sa partition pour que cette période de campagne soit le présage d'un scrutin qui épargne notre pays des tragédies connues sous d'autres cieux. Béninoises et Béninois, comme vous le savez, cette campagne se déroulera aussi dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, dont chacun de nous mesure la gravité sur la santé de nos populations. La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans des espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant la propagation de la pandémie. Je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu'ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire que sont le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Avant de mettre un terme à mon propos, je ne saurais, dans un esprit de transparence, éluder un sujet d'actualité concernant un aspect du processus électoral. Il s'agit en l'occurrence de la décision DCC numéro 24074 du 11 mars 2021 relative à la liste électorale. Qu'il vous souvienne, en effet,
que le 10 février 2021, le COSLEPI a transmis à la Sénat, conformément aux dispositions légales, la liste électorale comprenant 5 523 524 électeurs. À la suite de cette transmission, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle au motif que cette liste comporte des personnes décédées, mais dont la radiation n'a pas été opérée depuis l'instauration du fichier électoral. Le nombre de ces personnes décédées est estimé à 564 674 selon les études effectuées par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Après examen de ce recours, la Cour a rendu sa décision ordonnant le retranchement de ces personnes décédées de la liste électorale. Les décisions de la Cour étant sans recours et s'imposant à tous les pouvoirs publics, la Sénat se trouve dans l'obligation de les appliquer. En conséquence, le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. C'est sur ces précisions concernant la liste électorale que je mets fin à mon allocution et déclare ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Bonne campagne et bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Je vous remercie. La campagne électorale de la présidentielle du 11 avril vient de démarrer avec les réserves des candidats recalés pour éviter que les populations suivent certains leaders dans leur élan de déstabilisation. La Fondation Conscience Citoyenne a fait une déclaration qui appelle tous les acteurs électoraux à cultiver un comportement qui promeut la paix. Suivez le président Moukaram Badarou au micro de Carles Kitome. La Fondation Conscience Citoyenne est une société scientifique qui est née du constat amer de ce que j'ai commencé par évoquer tout à l'heure, de ce que toutes les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines, le sens de l'honneur, le sens de l'intérêt général, le sens même du respect de soi-même, le sens de la famille, que toutes ces valeurs se sont érodées, malheureusement, dans notre pays. Et nous avons la conviction que la première source de toutes nos difficultés, que ce soit au plan politique, au plan syndical, au plan social, sur divers plans, les véritables problèmes de notre pays tirent leur source de ce que ces valeurs sont en berne. C'est pourquoi nous avons pris sur nous la responsabilité. Nous avons déjà milité dans ce sens sous un autre format, mais croyant à la nécessité d'une conscience citoyenne dans le pays pour que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la dame qui est partie, c'est bien Fitzgerald Kennedy qui a dit qu'un citoyen n'est pas là à demander ce que son pays fait pour lui, mais il doit pouvoir chercher à savoir ce que lui fait pour son pays. On peut naître dans un pays, on peut grandir sans en être un citoyen. Le citoyen, c'est celui qui passe l'intérêt du pays, c'est celui qui passe l'intérêt général, c'est celui qui passe l'intérêt du quartier, l'intérêt de l'arrondissement, l'intérêt de la commune, qui le passe avant tout autre intérêt. C'est celui qui sait se sacrifier pour son pays. Et on peut constater que de plus en plus, c'est ce qui commence par manquer dans notre pays. Dans notre pays, nous consacrons l'essentiel aujourd'hui. Nous portons à un niveau extrêmement élevé et exagéré la matière. Et malheureusement, le Béninois, qui de plus en plus ne ressemble pas au Dahoméen, c'est cette matière-là, c'est cet argent-là, c'est cette monnaie que nous consacrons, que nous sacrons au détriment de plusieurs autres intérêts.
Pour réussir cette mission de préservation de la paix, la Fondation Conscience Citoyenne a mis en place des stratégies en tenant compte des expériences vécues dans d'autres pays africains. Avec différents acteurs, nous échangeons, nous faisons passer le message de la nécessité de préserver le Bénin. Et celui qui vous parle a une forte idée de ce que peut être une violence électorale. Pour avoir fait le Congo, j'ai vécu les difficultés que le Congo-Brazzaville a eues dans les années 91 et les problèmes que nous avions eus en 1997. La guerre civile qui a fait près de 3000 morts à l'époque au Congo. Moi, étudiant, j'ai perdu tout ce que j'avais comme documentation à l'époque, en 1997. J'ai vécu au Congo-Kinshasa, j'ai vécu des violences électorales là-bas. Et sans compter ce que nous avons vécu, même de loin, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et donc, pour ça, nous sensibilisons. C'est surtout la sensibilisation. C'est la meilleure arme que nous avons. C'est des publications, c'est la sensibilisation, c'est des échanges que nous avons avec différents acteurs. Même avec des acteurs de médias, nous essayons de dire faites attention, quoi qu'en soit des bords auxquels vous pouvez appartenir, bien que la presse devrait être beaucoup neutre, mais que ça n'étonne personne que même dans un pays démocratique, des journaux peuvent prendre position. Aux États-Unis, qui est une grande démocratie, les journaux prennent position pour tel ou tel candidat, pour tel ou tel parti politique en période électorale. Ça ne gêne à rien du tout. Mais cependant, c'est que, comme l'a dit Sonny Laboutansi, le poète congolais, paix à son âme, quand vous parlez, ayez pitié de celui qui vous écoute. Et moi, je dis souvent, quand vous écrivez aussi, ayez pitié de celui qui veut vous lire. Et par conséquent, dans ce qui va être écrit dans les reportages, tenir compte de l'adversaire, ne pas humilier l'adversaire, ne pas traîner l'adversaire dans la boue, mais dire exactement ce qu'il y a et tout ce qui peut paraître dangereux, qui peut amener à des difficultés où on va avoir des problèmes pour régler. Le journaliste qui est presque, j'ai l'habitude de dire que la presse est une arme atomique, la presse est une bombe. Mais l'essentiel, c'est qu'on sache utiliser cette arme pour des intérêts, des meilleurs intérêts du pays. Donc sur le terrain, c'est des échanges, sur le terrain, c'est des sensibilisations que nous faisons. Et nous allons continuer. Nous allons continuer jusqu'à l'élection présidentielle du 11 avril et même après. Parce que ce que nous avons de plus cher dans notre pays, c'est notre pays. Nous l'avons en héritage et les hommes passent. C'est Sékou Touré qui a enseigné que la vie des hommes, c'est de 0 à 100. C'est la vie des peuples qui varie de 0 à l'infini. Le duo Talon-Talata est désormais en campagne électorale. Le top a été donné à Cotonou ce 26 mars. Face à 1000 jeunes, le candidat Patrice Talon et sa colistière ont présenté à la jeunesse ce qu'il propose pour les 5 prochaines années à venir. Patrice Talon a émis un bref bilan de son quinquennat, raison pour laquelle il sollicite un second mandat pour poursuivre la dynamique. Monsieur Talon est également revenu sur les mots qui, selon lui, ralentissent le développement du Bénin, ce depuis 60 ans. Selon lui, il reste à faire, mais le reste à faire ne prendra pas plus de temps. Après une longue absence de la scène publique, la première dame Claudine Talon était ce vendredi 26 mars au Palais des Congrès pour le lancement de la campagne électorale du duo de la mouvance Talon-Talata. Elle met ainsi fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, des rumeurs faisant état de son arrestation et condamnation en Espagne dans une affaire de trafic de drogue. À cette cérémonie de lancement de la campagne du duo de la mouvance, les enfants de Patrice Talon y étaient également pour soutenir leur père. La grande salle des locaux de Zaouk Bedjromede a abrité le premier procès fictif du club de simulation hier, mercredi 25 mars. Un contexte initié pour simuler les conditions de pratique des notions des droits enseignés. L'abus de confiance est le thème retenu pour cette première édition. L'audience de la première chambre correctionnelle du tribunal de première instance des AE siégeant en matière correctionnelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Silence dans la cour. Maître, veuillez apporter devant la cour vos constitutions. Monsieur le Président, je vous prie de prendre acte de la constitution du cabinet SYZ aux intérêts de mon client, Monsieur Jean-Luc.
que acte soit donné. Avez-vous déjà été condamné? Non. Avez-vous déjà fait du service militaire? Non. Bien. Il vous est reproché d'avoir retenu par devant vous la somme de 500 000 au préjudice. Monsieur le Président, je vous prie de vous exprimer dans un langage courant que mon client puisse connaître les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, il ne sert à rien de parler dans un langage courant, puisqu'ici nous sommes dans un tribunal et ce dont il est question. Monsieur Jean-Luc ici présent là réellement. Maître, retournez vous asseoir. Ma cour n'est pas un marché. Vous êtes tantôt qu'il vous a reproché d'avoir retenu par devant vous la somme de 500 000 au préjudice du plaignant. Reconnaissez-vous les faits? Oui. Que demandez-vous à la cour? Je demande à la cour que M. Jean-Luc ici présent me remette les 500 000 milliards d'euros. À monsieur Damien. Mais monsieur Damien ici présent a cru devoir exécuter son obligation. Vous vous déclarez incompétent car le règlement d'un conflit individuel de travail a une procédure bien connue. Le conflit de travail est défini comme un conflit qui oppose un employeur à son salarié. Nous sommes dans ce cas, Monsieur le Président. Oui, nous sommes bien et bien dans ce cas. Le non-paiement du salaire relève d'un conflit individuel de travail et qu'elle a sa procédure de règlement au titre des articles 238 et suivants du Code du travail. Attendu que le licenciement relève du même régime juridique que le conflit du paiement du salaire, il échait que le tribunal se déclare incompétent. Mais attendu qu'au terme de l'article 651, alinéa 1 du Code pénal, le fait pour une personne de garder par devant elle la somme à lui remis à une fin précise constitue un détournement. Attendu que l'intention criminelle est avérée dès lors que manifestement le prévenu entendait se rendre justice, le tribunal décide. Monsieur Jean-Luc est retenu dans le lien de la prévention de l'abus de confiance, reçoit la demande de constitution de partie civile des nommés Aridat Faridat Chessi, condamne le nommé Jean-Luc à 24 mois de prison, dont 18 assortis de sursis. Le condamne à payer en plus des fonds reçus les dommages et intérêts s'élevant à 200 000. Condamne le nommé Damien à payer la somme due à M. Ignace et le versement de la somme de 1 200 000 à titre de dommages et intérêts. De son vrai nom, Fonouvi Ezi Rounou, Ezi Gagnon, décédé le 24 décembre dernier à l'âge de 79 ans, sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 27 mars 2021 à Kodji, dans l'arrondissement de Pataba, à Savalou. Surnommé le roi du Toba, il a à son actif une cinquantaine d'albums en 60 ans, environ 2 scènes. Chevalier de l'ordre de mérite social, Ezi Gagnon a connu beaucoup de succès. Docérès Ouandji, ancien secrétaire général de la troupe du roi du Toba Rogné, nous replonge dans sa carrière. Suivez. Ezi Gagnon à l'état civil s'appelle Fonouvi Rounou Ezi. Et en matière musicale, il a pris le nom Ezi Gagnon. Comment il a pris le nom Ezi Gagnon? Il a dit, s'il y a déjà le gong et il y a les autres instruments, que lui, il est prêt pour chanter. Enfant, on dit Asanya Kode, ni Kankode, ni Kankonyonuemio, et Milando Randiweku. Donc, il a commencé à l'âge de 17 ans. Il est né vers les années 1942. Donc, il a vu le Toba chez Aledo et que ses aînés ont déjà joué. Mais en réalité, c'est lui le père fondateur du rythme tobarin, pour ne pas dire le Dieu du Toba. Parce que, pourquoi j'ai dit Dieu? Il a vu que ce que ses aînés ont eu l'idée d'initier avec beaucoup d'insuffisance.
Et il a apporté beaucoup de choses. Il a introduit beaucoup de choses qui a finalisé enfin le rythme qui est adoré par tout le monde. C'est pourquoi on le qualifie de Dieu de Toba. Après l'introduction de Parou dans son Toba, vraiment, il a connu beaucoup de succès. Et ses chansons sont aimées par tout le monde. Moi, précisément, j'aime sa chanson qu'il chantait, qui dit « Mais tu as fait d'autres ça là, je sais que tout le monde aime ça. Et encore, ces chansons sont philosophiques. Je me rappelle en terminale que notre professeur de philosophie nous enseignait sur la mort. Il a pris l'exemple de Gayon. Et ce qu'il a chanté vous dit, bon, il a pris l'exemple là et nous a enseigné sur la mort. Donc, avec tout ça là, il a chanté l'amour, il a chanté la joie, il a chanté pour la mort. Donc tout ça là fait que on l'aime beaucoup. Et il est appelé partout, il a connu trop de succès, il a été honoré par l'État béninois. Avant de finir sa carrière maintenant, vraiment il a été social. D'abord, ceux qui ont commencé avec Gayon ont terminé avec Gayon. Ce qui prouve que Gayon est aimable. Il aime les gens. Moi qui suis ici, quand j'ai eu le bac et je veux partir, il m'a dit non. S'il te faut payer la scolarité à Saint-Valois ici pour que tu restes avec moi, je vais te payer. Il n'a pas dit j'ai laissé, c'est fini. Il a appelé tous les proches, ceux qui jouaient le Toba Raé. Et il leur enseignait comment il faut vivre avec ses membres dans un groupe. Donc ces derniers temps, vraiment, il a été malade. C'est vrai qu'il a été malade. Et ce n'est pas la maladie que nous avions constatée chez lui qui l'a conduit à la mort. Tout dernièrement, il a eu un choc dans un accident. Et vous voyez qu'il a déjà fait beaucoup d'accidents dans sa vie. Donc tout ça l'a agi sur lui. Le premier championnat du monde de boxe arabe, dénommé Grand Prix de Russie 2021, a franchi une importante étape cette semaine. À moins de mois de l'ouverture de la compétition, la Fédération internationale a dévoilé la ceinture qui sera décernée aux 244 champions. Eric Richard et la Bekali, président de la Fédération africaine de boxe arabe, présente ici le chef-d'œuvre. C'est avec grand plaisir que je fais la présentation aujourd'hui de la ceinture officielle du Grand Prix de Moscou, qui sont les championnats du monde de boxe arabe. C'est une ceinture très belle, qui sort de l'ordinaire, qui a la particularité d'avoir tous les drapeaux de tous les pays africains qui sont dans cette ceinture. C'est vous montrer la considération que la Fédération internationale de boxe arabe accorde à notre continent. Et je tiens à remercier le président Dr Edi Sidiri pour cette marque de considération, le fait d'avoir introduit dans la ceinture officielle du Grand Prix de Moscou les couleurs de l'Afrique. C'est une marque de considération et c'est très flatteur pour la Fédération internationale. Et je tiens à dire au président Issidiri que nous serons à la hauteur des attentes de la Fédération internationale en ce qui concerne le développement de la boxe arabe en Afrique. Tous les combattants qui seront vainqueurs lors du gala de la Russie seront champions du monde. Ils vont arborer cette ceinture autour de leurs reins qui pourront après présenter à leurs différents pays, à leur gouvernement, au peuple de leur pays, pour exprimer leur fierté et leur appartenance à leur pays. Donc voici cette ceinture officielle et je suis très heureux de vous la présenter officiellement aujourd'hui. Je tenais aussi aujourd'hui par cette vidéo vous présenter l'histoire de la boxe arabe qui a 12 siècles. Vous voyez un peu ces deux statuettes là, ces deux pierres qui ont plus de 12 siècles, qui sont le symbole de la création de la boxe arabe.
vous avez pu constater que sur l'une des pierres, des statuettes, vous avez quelqu'un qui tape le tam-tam et il y avait un griot qui faisait l'animation pendant que les gars boxaient il y a 12 siècles. Et là, vous voyez les combattants arborer leur tenue en train de faire les combats de boxe arabe. Il était important aussi de vous expliquer l'histoire de la boxe arabe. C'est bien d'emprunter un chemin, c'est bien d'embrasser une discipline, c'est surtout bien de connaître son histoire pour plus se l'approprier. Dans la mise en œuvre de la politique de développement de la boxe arabe en Afrique, les journalistes prennent une part active. C'est à ce titre que le président Eric Richaela Bekale félicite la presse sportive et l'encourage à s'organiser davantage pour la promotion de la discipline. Aux 3 îles qui se sont joints à nous sportivement, bonne arrivée et je suis heureux de voir que vous êtes bien intégrés. Je parle de la Guyane, de Trinité et Tobago et de la Jamaïque. Je vous dis officiellement merci pour la confiance et pour la marque de considération vis-à-vis de la Fédération africaine de boxe arabe qui dorénavant s'appelle Fédération africaine et des îles de boxe arabe. Parce que nous avons des îles, il est important qu'on les cite dans le symbole. Je tiens à remercier la presse africaine, grâce à qui tout ça ne peut pas être possible, qui a à la tête Monsieur Ulrich Ekwe-Gaba et avec son confrère Hubert de la RDC, de EG Blaise Mengue du Gabon, pour tout le travail qu'ils sont en train d'accomplir pour structurer l'Union africaine des journalistes de boxe arabe. Parce que là, on a la structure, on a un président, on a 2 vice-présidents, on a un secrétaire général, on a un adjoint, un trésorier, un adjoint, mais c'est la structure de base. Cette organisation va s'émanciper avec les présidents des différentes zones, parce qu'il y aura un président de zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, de l'Union arabe, de l'Union africaine des journalistes de boxe arabe. Toutes ces entités, je charge le président Ekwe-Gaba et son collègue Hubert de constituer ce bureau, accompagné du secrétaire général Blaise Mengue, de façon à ce que toutes les entités, tous les pans importants de cette association puissent être mis en place. Et après, nous allons passer aux différentes commissions qui seront aussi mises en place. Il y aura une commission télévision, une commission radio, une commission presse écrite, une commission presse digitale et une commission des journalistes indépendants. Donc il y a des journalistes qui n'appartiennent à aucun organe, mais qui font des papiers qu'ils proposent aux différents organes. Eux aussi vont avoir leur place dans cette institution qui mobilise les journalistes africains. Ça rentre dans le fil droit de ma vision du continent africain, qui est une vision commune. Nous devons faire une seule personne si nous voulons être très forts. Pour que notre continent soit très fort, il faudrait que tous les fils de ce continent puissent s'unir, puissent créer des institutions où ils sont ensemble, où nous menons des réflexions concernant nos différents pays et notre continent. Ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir rivaliser avec les autres qui ont pris beaucoup d'avance par rapport à nous. Mais nous avons l'avantage de les avoir vus s'émanciper, se développer. Donc, nous allons nous développer en ne commettant pas, autant pour moi, les erreurs qu'eux, ils ont eu à commettre. Les écureuils du Bénin affrontent les Super Aigles du Nigeria ce samedi à Charles de Gaulle de Porto Novo dans un match décisif pour la qualification à la finale de la CAN Cameroun 2022. Deuxième avec 7 points à une unité de leurs hôtes, Michel Dussuet et ses poulets peuvent prendre une sérieuse option pour s'adjuger l'un des 2 tickets qualificatifs en cas de victoire, ce qui va leur permettre d'aborder un peu plus de sérénité avec la dernière journée des éliminatoires face à la Sierra Leone le mardi prochain à Freetown. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.